Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 39. La nuit était tombée. La journée m'avait semblé interminable. J'avais passé le plus clair de mon temps sur les fortifications de la ferme, à surveiller les torches que nous avions installées avec Claudius et Harold. J'avais un goût amer au fond de la gorge en repensant ce qui était arrivé à l'Irlandais. Ce n'était pas le premier de nos camarades que je perdais, mais j'étais sans doute plus proche de lui que de bien d'autres. Mes yeux fixaient les flammes des torches qui dansaient dans l'obscurité, mais mon esprit était loin, bien loin. Je sentis que le désespoir me gagnait petit à petit, et je commençais à douter vraiment que nous parviendrions un jour à quitter cette lieu maudit. L'arrivée de Claudius me tira de mes pensées. Tu devrais peut-être aller manger quelque chose. Me dit-il. Il y a des heures que tu es là. Je pris conscience à ce moment que mes articulations étaient engourdies, que j'avais froid, soif et faim. Pourtant, je n'avais aucune envie de bouger d'ici. Je te remercie, mais cela va aller. Ne sois pas stupide. Je vais rester là. Nous n'avons pas besoin d'être deux et je suis persuadé que tu es transit froid. Oh, je ne vais pas te dire que j'ai chaud, mais cela va. Comme tu veux. Il n'insista pas davantage et s'installa à côté de moi. Nous restâmes assis un moment immobiles et silencieux, puis Claudius eut un petit rire discret. Je le regardai, surpris, et je lui demandai ce qui se passait. Il me mit une main sur l'épaule. Tu te souviens des deux roumières couvertes de mauvaise fourrure que nous avions dépouillées vers le bois des Loupiaux? Je prenais un instant pour fouiller ma mémoire et, lorsque le cocasse de la scène me revint, je me mis à rire à mon tour. Oui, bien sûr, avec la grande rousse qui s'est étalée de tout son long sur le sol. Oui, elle-même. Elle a arrêté de protester une fois que sa bouche a été remplie de boue nauséabonde. Tu sais ce qui s'était passé? Oui, elle a glissé. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Quand je suis arrivé, elle essayait de se relever. Claudius avait les yeux qui pétillaient et un large sourire. Il me fit un petit signe non de la tête. C'était Harold. Harold? Oui, écoute, on avait arrêté la charrette des deux donzelles et leur cocher n'en menait pas large. En revanche, les deux gourdes, quand on les a fait descendre pour faire l'inventaire de ce qu'on pouvait leur prendre, elles ont commencé à jouer des outragés. J'étais sans voix. Ni nos gueules de tueurs, ni nos épées ne semblaient les intimider. Surtout la grande rousse, qui gueulait comme un coq qu'on égorge. On a eu beau lui mettre la lame sous la gorge, elle a continué à vociférer. Oh, et d'un seul coup, je vois mon Harold qui range son arme, qui arrive par derrière, qui attrape la tête de la mégère et qui, d'un geste brusque, la colle au sol. Tout en comptant, Claudius mimait la scène, et il y prenait un vrai plaisir. Il alla même jusqu'à se pencher vers le sol pour être plus réaliste possible. Et notre Irlandais de service qui se penche vers le bas de la fille et qui, tout en la maintenant la gueule dans la boue, lui murmure quelque chose à l'oreille. Il finit par la lâcher, il se relève, elle également, et là, incroyable, un ange. Plus une protestation, plus une réprimande. Claudius se releva à son tour et retrouva sa place à côté de moi. Il me demanda alors si je devinais ce qu'Harold avait murmuré à la rouquine. J'haussai les épaules. Je lui ai demandé un peu plus tard et il m'a dit
Claudius ne termina pas sa phrase. Son visage devint blême et il lâcha une grossièreté. Je remarquai à ce moment qu'il regardait le chemin, et je fis de même. Là, je compris très vite sa réaction. Les torches s'éteignaient les unes après les autres, au fur et à mesure que progressaient sur le chemin des ombres inquiétantes. Ils arrivent. Lâcha Claudius en restant immobile, incapable de bouger. Je m'apprêtais à réagir lorsque des cris montèrent de la cour derrière nous. S'enchaînèrent immédiatement des bruits de bagarre et je compris que l'ennemi était déjà dans nos murs. Comment avait-il fait pour entrer? J'avais peur de le deviner. « Reste ici, lançai Jacques Claudius, et lance l'alerte. Je vais voir ce qui se passe en bas. » En deux bonds, je gagnai l'escalier qui permettait de regagner la cour, et lorsque j'arrivai dans celle-ci, mes craintes se confirmèrent. Un serviteur à la carrure impressionnante était en train d'en découdre avec mes compagnons. Bien qu'il eût la peau grise, bien que son visage fût déformé et que des racines poussaient sur ses avant-bras, je reconnus la silhouette si caractéristique d'Harold. J'en demeurai pétrifié. Voilà donc pourquoi le vieux fou tenait absolument à ce que nous brûlions le camp. C'était incroyable, mais même les morts pouvaient rejoindre les serviteurs du dieu cornu. Il était trop tard pour regretter ou pour blâmer. La bête que j'avais en face de moi n'était pas mon ami. Ce dernier était mort, je pouvais donc sans hésiter l'affronter. Le serviteur avait déjà mis au sol 3 de nos hommes. Les 2 qui l'affrontaient encore se trouvaient dans une mauvaise posture. Ils ne tarderaient pas à mordre la poussière. Je me précipitai donc à leur aide. Comme j'arrivais par derrière, j'eus la facilité à asséner un coup d'épée à la bête. Celle-ci hurla, elle abandonna mes compagnons pour se tourner vers moi. Je vis la surprise, la colère et la haine sur sa face déformée. Elle m'attaqua sans la moindre hésitation. Je fus surpris par sa vélocité, et lorsqu'elle me bondit dessus, je n'eus pas le réflexe ni le temps de l'esquiver. Je tombai à la renverse, avec la bête à califourchon sur moi, mais alors qu'elle s'apprêtait à me trancher la gorge, mes 2 compagnons revinrent à la charge. Le serviteur parut se sentir rapproché. Il lâcha un instant l'étreinte qu'il exerçait sur moi pour se retourner et frapper mes 2 amis. Son geste fut si rapide qu'aucun des 2 ne put réagir. Le monstre revint sur ma personne et je crus sincèrement que ma dernière heure était arrivée. Cela faisait longtemps que je ne croyais plus en Dieu. Pourtant, je m'entendis lui adresser une prière à haute voix. Je fermai les yeux, résolu à attendre la mort. Un choc, le poids du monstre qui s'efface. Je regarde à nouveau, il n'était plus sur moi. Je tourne la tête à la gauche, je le vis gisant sur le côté, à quelques pas, encore en vie, mais à moitié inconscient. Je retourne la tête à droite, Adelaide est là, debout, fixant la bête, prête à parer toutes ses réactions. Je n'ai aucune idée de la façon dont il a procédé, mais le vieux fou a réussi seul, là où 6 hommes entraînés ont échoué. Il ne prend pas la peine de m'accorder un regard. « Je vous avais prévenu !» me dit-il simplement. Je n'ai rien répondu, que pouvais-je répondre? « Ne restez pas là !» insista le moine. Avec difficulté, je me suis relevé, et, à peine debout, j'ai constaté que le serviteur lui aussi reprenait ses esprits. « Partez !» insista le vieux. D'un pas hésitant, boitillant un peu, je me suis dirigé vers la muraille. Lorsque j'ai entendu le cri du serviteur, je me suis retourné. Le monstre s'était relevé et crachait sa rage à la face du vieux fou. Ce dernier semblait tout malingre, tout frêle face à la carrure de ce qui avait été Harold. Pour autant, le moine ne manifestait pas la moindre trace de peur. Le serviteur se jeta sur lui comme il s'était jeté sur moi précédemment, mais Adelaide l'esquiva sans la moindre difficulté. La bête roula au sol sans entraîner sa proie dans sa chute. Avant qu'elle n'ait le temps de se relever, le moine était sur elle. Il sortit une petite dague de ses manches et la planta précisément à la bosse du cou. Le serviteur qui tentait de se relever s'effondra. C'est à ce moment que se produisit le plus étonnant. Lentement, la peau reprit sa couleur chair. Les racines qui pendaient à son bras tombèrent comme des fruits trop mûrs, et le visage reprit les traits familiers de l'Irlandais. Le vieux fou vint jusqu'à moi. « J'espère que cette fois vous allez accepter de brûler le corps de ce malheureux. Je ne serai pas toujours là pour vous sauver la mise. » Encore une fois, je ne suis pas vraiment que répondre. La scène à laquelle je venais d'assister me laissait sans voix. Un cri venu des murailles me permit de ne pas chercher plus loin. Je reconnus la voix de Claudius qui semblait en panique. Abandonnant le fou, je rejoignis mon camarade. Son visage était fermé. Il fixait le chemin qui conduisait à la ferme. J'eus tôt fait de comprendre ce qui le travaillait. Il ne restait plus une seule torche allumée. L'obscurité avait reconquis le chemin qui menait jusqu'à la ferme. Il ne neigeait plus, mais le ciel était encore couvert. De là où j'étais, je ne voyais pas la moindre trace de vie, mais je sentais bien que les serviteurs n'étaient pas loin, sans aucun doute tapis dans la forêt alentour. Approchant doucement, sans bruit, jusqu'au moment où il donnerait l'assaut. Gaynor nous rejoignit, il avait sa tête des mauvais jours.
Il nous annonça qu'il avait ordonné de brûler le corps d'Harold, sans vraiment oser nous regarder en face. Nous ne répondîmes rien. Un hurlement venu de nulle part nous ramena au présent. Qu'est-ce que c'était ? Demandai-je. Sans doute les serviteurs qui hantent la forêt. Répondit Claudius. Je les sens tout proches. Le Gallois, qui avait entendu la réponse, scruta les alentours, mais comme nous, il ne vit rien. Cependant, son instinct, tout comme le nôtre, le mit en alerte. Nous ne tiendrons pas longtemps s'ils nous attaquent. S'inquiéta Claudius. Peut-être devrions-nous réfléchir à une solution de repli. Gaënor demanda laquelle, en connaissant parfaitement la réponse. Nous étions cernés. Aucune chance de partir. Notre seul salut viendrait du vieux fou, en espérant qu'il soit vraiment en mesure de tenir ses promesses. Un nouveau cri s'échappa de la forêt, puis un second immédiatement derrière, et un troisième. Une créature sortit de sous les arbres et s'avança au milieu du chemin. Elle se tenait à 200 pas de l'entrée de la ferme lorsqu'elle s'immobilisa. L'obscurité nous empêchait de distinguer ses traits avec précision. Comme si Dieu voulait nous aider ou nous faire peur, il écarta les nuages à cet instant précis, et un rayon de lune vint caresser le visage de notre visiteur. Plus que jamais, je trouvais le faciès de ses serviteurs terrifiant. Je me posais immédiatement une question. Que faisait-il là ? Pourquoi restait-il immobile au milieu du chemin, à nous toiser ? Vous pensez qu'il nous voit ? Demandai-je à mes camarades dans la continuité de ma pensée. Qui sait, avec ces monstres? Me répondit Claudius. Ou alors Quoi? L'idée qui venait de me traverser l'esprit me glaça le sang. Je m'approchai du bord de la muraille et je me penchai. Malheureusement, j'avais vu juste. Je distinguais nettement, accrochés aux pierres, en train de les escalader, 5 ou 6 ombres. Ce monstre planté au milieu du chemin n'avait qu'un rôle, détourner notre attention. D'un cri, j'avertissais mes camarades, qui comprirent aussitôt le danger. Ils ne doivent pas prendre votre pied sur la muraille. Hurla Gaënor. Faites venir les autres, vite. Il sortit son épée. Je fis de même et Claudius, pour sa part, partit chercher du renfort. Lorsque le premier serviteur arriva au sommet du mur, il me trouva planté face à lui. Je ne lui donnai pas l'occasion de réfléchir, et au premier coup que je portai à sa face hideuse, il perdit l'équilibre et tomba au pied de la muraille. Malheureusement, cette petite victoire donna l'alerte à ses camarades, et l'un des autres assaillants qui poursuivait son ascension poussa un cri lugubre pour avertir les siens. La bête plantée au milieu du chemin comprit que sa mission était terminée, et elle se mit à courir dans notre direction. De son côté, Gaënor fut choir le second assaillant qui, à son tour, avait atteint le sommet du mur. Un troisième serviteur parvint pour sa part à prendre pied sur le chemin de ronde, et il profita du fait que Gaënor lui tournait le dos pour tenter de l'attaquer en traître. Je ne lui laissai pas cette opportunité. À peine avais-je mis fin à la triste vie de cette bête immonde qu'un quatrième et un cinquième monstre nous faisaient face. L'arrivée de nos compagnons me soulagea, mais je n'étais pas dupe, nous ne tiendrions pas longtemps. J'en fus définitivement convaincu lorsque je jetai un œil en direction de la forêt et que je vis des dizaines de serviteurs qui en sortaient. Il n'y avait pas là que les habitants du village, ils étaient bien plus nombreux. Je fus persuadé à cet instant que j'allais mourir. La masse impressionnante des monstres approchait maintenant sans chercher à se dissimuler. Des cris étranges et angoissants montaient de leur rang et semblaient venir nous défier, nous menacer ou même nous narguer. Nous avions repoussé ceux qui avaient tenté de monter le long du mur, mais face au flot qui s'annonçait, nous ne pourrions pas résister bien longtemps. Bientôt, ils seraient trop nombreux à s'agripper aux pierres pour atteindre le chemin de ronde, ou pire, la porte céderait sous leur pression et une vague dévastatrice se répandrait dans la cour. Nous les regardâmes arriver complètement désabusés, sans réaction, presque résignés. Mais alors qu'ils étaient tout proches, ils s'immobilisèrent. Les cris se turent, et nous perçûmes même le bruit discret du vent. Le ciel avait fini par se dégager. La lune était pleine et éclairait maintenant les campagnes alentours d'un halo jaune qui se reflétait sur la neige. On y voyait presque comme en plein jour, et je distinguais quasiment le faciès de chaque créature prête à nous attaquer. Que pensez-vous qu'ils font? Demanda Claudius. Pourquoi n'attaquent-ils pas? Je n'en ai pas la moindre idée. Répondit Gaënor. Mais je ne suis pas pressé pour ma part. Le temps semblait s'être arrêté, et je serais bien incapable de dire quelle fut la durée de cette attente. Puis, il me sembla que la terre venait de trembler. Une fois, 2 fois, je vis des arbres bouger dans la forêt, et c'est là qu'il apparut. C'est là que je le vis pour la première fois. Les serviteurs ne criaient plus, mais ils entonnèrent une étrange mélopée, faite de sons plus ou moins graves et plus ou moins mélodieux.
Cernunnos sortit du bois. Il se déplia littéralement et avança jusqu'au milieu du chemin. Il mesurait au moins 3 hauteurs d'homme. Il était large comme un rocher, sa peau oscillait entre le vert et le grisâtre. 2 cornes pointues habillées le dessus de son crâne lui donnaient une allure de bête monstrueuse. À l'inverse, son visage était étrangement humain, si l'on acceptait ses yeux rouges et ses dents effilées. Comment une créature aussi grande, aussi puissante, avait-elle pu se dissimuler au regard de tous pendant si longtemps? Elle n'a pas toujours été comme cela. Fit une voix derrière moi. Il peut prendre des formes bien différentes. Je me retournai et je vis que le vieux fou nous avait rejoints. J'eus l'impression qu'il avait lu dans mes pensées, et cela m'inquiéta encore plus. Ici, Poursuivit le moine. vous le voyez sur son vrai visage. Enfin, il se dévoile. Voilà longtemps que j'attends cela. Mais comment pourrons-nous combattre une telle aberration? Questionna Gaenor. Cela, c'est mon affaire. Répondit Adelaide. Seule l'étrange et obsédante mélopée que les serviteurs murmuraient depuis l'apparition de leur maître troublait le silence de cette nuit qui risquait de voir notre mort. C'est à 4 pattes que Cernunnos s'était approché de la ferme. À chacun de ses pas, le sol tremblait légèrement, ce qui était assez incompréhensible, car bien qu'impressionnant, il n'était pas immense au point de secouer la terre entière. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait là quelque sorcellerie dont le but était d'accroître notre peur. Il s'immobilisa au milieu de ses fidèles et se redressa sur ses jambes. Il regarda notre direction comme s'il voulait nous lancer une invitation à venir l'affronter. Il leva lentement son bras droit et les serviteurs se turent. Le temps parut s'arrêter un instant, puis le monstre poussa un cri qui fit trembler la nature entière. Comme si Dieu était outré de se faire ainsi défier, le ciel s'obscurcit en un instant et un violent coup de tonnerre résonna. Loin d'impressionner la bête, cette dernière réitéra son hurlement et j'eus l'impression que le second coup de tonnerre et les éclairs qui pourfondirent le ciel étaient son œuvre et non plus celle du divin. Comme si la bête avait voulu répondre au Créateur qu'il ne le craignait pas. Une réelle angoisse nous avait tous envahis. Tout ce qui restait de notre maigre troupe était réuni sur la muraille, contemplant ce terrifiant spectacle dont les notes nous laissaient à penser à un sinistre requiem. « C'est à mon tour de jouer. » dit alors Adelaide. « Ouvrez les portes !» La demande du vieux fou me parut tellement irréelle que je jetai un regard inquiet en direction de Gaenor. Ce dernier ne paraissait pas prêt à obéir à l'injonction du moine. Il était évident qu'il partageait les mêmes inquiétudes que moi et que la protection des murs le rassurait également. Devant notre hésitation, il chercha à nous convaincre. « Regardez la bête qui est là !» nous dit-il en pointant son doigt en direction de Cernunnos qui restait immobile et attentiste. « Pensez-vous que vos stupides murailles vont l'arrêter? Croyez-vous que de rester là vous sauvera la vie ?» Gaenor se retourna vers moi, et je ne sus que dire. Je me contentais d'hausser les épaules bêtement, et Claudius n'eut pas plus de réaction. « Le temps nous est compté !» insista Adelaide. Et finalement, Gaenor donna l'ordre d'ouvrir les portes. « Je vous assure que vous avez pris la bonne décision. » chercha à le rassurer le vieux moine. Les portes s'ouvrirent sans bruit et laissèrent pénétrer la peur à l'intérieur des murailles. Nous étions tous descendus des fortifications, d'une part pour assister à la sortie du vieux fou, d'autre part pour être prêts à vendre cher notre peau si les serviteurs et leurs maîtres profitaient de cette folie pour nous attaquer. Lorsque les 2 battants furent ouverts, j'eus l'impression qu'un vent encore plus glacial va me caresser le visage. Les monstres n'étaient qu'à quelques pas de moi, et en un instant ils auraient pu bondir et m'arracher le visage. Pas certain que j'aurais eu le temps de me défendre. Ils n'en firent rien et restèrent immobiles, entourant leur impressionnant maître qui, lui-même, se contentait d'attendre la suite des événements. Adelaide se retourna pour nous adresser un sourire, puis en sifflotant, il se dirigea vers son adversaire. Ce gars-là était vraiment cinglé. C'était une fourmi face à un éléphant, avec la confiance du lion face à la gazelle. Dès qu'il fut à l'extérieur, Gaenor ordonna que l'on referme les portes, et c'est avec un vrai soulagement que je vis les 2 battants barrer à de nouveau le passage. Aussitôt, nous montâmes tous sur les murailles pour assister au combat. Sur l'horizon, le jour commençait à naître. Je n'avais pas vu la nuit passer. Le vent avait de nouveau chassé les nuages, et au loin derrière le village, je commençais à distinguer le mur de brume. Juste à nos pieds, la situation restait figée. Le vieux fou était tout proche de Cernunnos, et ce dernier aurait pu lui arracher la tête d'un simple geste de bras. Pourtant, il ne bougeait pas. Alors le moine, plus inconscient que jamais, le défia. « Te voilà enfin,
Fourbe créature, après toutes ces années, tu oses te montrer. Tu dois être bien sûr de toi pour prendre un tel risque. La bête plissa les yeux et frappa le sol en criant à la manière d'un primate en colère. Ne pense pas que ce rituel ridicule soit de nature à m'impressionner. Poursuivit Adelaide toujours aussi serein. Nous allons enfin pouvoir en découdre. La respiration de Cernunnos changea. Elle devint plus haletante, signe d'une colère qui envahissait peu à peu. Il y a bien trop longtemps que tu imposes ta loi ici. Le moment est venu pour toi de payer, et je te laisse même le plaisir de frapper le premier. Le maître se redressa, et toujours dans une attitude simiesque, se frappa le poitrail. Puis, ses 2 puissants poings s'abattirent sur le sol, à l'endroit précis où se tenait le moine. J'eus la nette impression d'entendre craquer les os du vieux fou, et je ne doutais pas qu'il n'y avait aucune chance de survivre à un tel coup. Tout cela pour ça. En un instant, en un coup, notre dernier espoir avait été écrasé. Gaënor soupira. « Nous allons mourir, Dit-il en sortant son épée. mais nous vendrons cher notre peau. » Il était persuadé que maintenant qu'Adelaide était mort, nous serions les prochains sur la liste. Cernunnos se releva, et je vis l'incroyable. Là où il avait frappé, il n'y avait aucune trace du cadavre du moine qui aurait dû s'y trouver. Lorsque j'entendis de nouveau sa voix, je crus que je devenais fou. Tu manques de puissance et de rapidité, peut-être n'est-il pas aussi puissant que tu le penses. Le moine se tenait maintenant derrière nos assaillants. Comment avait-il réussi un tel exploit? Aujourd'hui encore, je ne sais pas, mais le voir ainsi, toujours en forme et prêt à défier la bête, fit renaître en nous le courage. Nous nous laissâmes aller à pousser des ovations. Cela eut pour conséquence d'agacer Cernunnos au plus haut point. Il hurla de nouveau, fit demi-tour et se jeta sur le moine. Loin de fuir, ce dernier fonça dans sa direction. Je me souvins alors d'une vieille histoire que j'avais entendue un soir dans une auberge. Une histoire où un certain David, jeune, frêle et malin, affrontait un terrible Goliath, sorte de montagne de muscles qui n'avait jamais connu la défaite. Tout laissait à penser que le jeune homme allait être battu, mais grâce à la ruse, il parvenait à vaincre son adversaire. Je me mis à croire que la lutte à laquelle j'assistais allait voir le même type de fin. En voyant Adelaide foncer dans sa direction, Cernunnos se pencha au ras du sol, comme s'il avait voulu gober sa proie. Il ouvrit la gueule et ses dents acérées passèrent tout près du vieux fou. Au dernier moment, celui-ci évita la terrible mâchoire. Il roula sur le côté et je vis qu'il sortait de sa manche un petit couteau qu'il avait dissimulé jusque-là. La lame brilla dans un rayon du jour naissant et vint entailler la peau de la bête au niveau du cou. Je fus déçu. C'était là son arme secrète, une petite lame de rien du tout contre une épaisse peau d'un monstre immense. Quel mal pensait-il pouvoir lui faire? Ridicule. Effectivement, la bête ne parut même pas sentir la blessure. Elle fut simplement un peu troublée, car elle n'avait pas compris comment son adversaire avait pu éviter ses crocs, et elle l'avait perdu de vue. Le moine avait fait une étrange galipette sur le côté, avant de se relever, prêt à en découdre de nouveau. Cernunnos finit par le voir, et s'apprêta pour une troisième attaque. Au cours de celle-ci, la bête eut plus de réussite. Elle fit mine de foncer sur le moine, et à l'instant précis où il tentait une esquive par la droite, elle l'encercla avec son bras gauche. Ce dernier vint frapper la tête du fuyard par l'arrière. Surpris et déséquilibré, il tomba au sol et alla mordre la neige à défaut de la poussière. Il y eut un grand silence parmi nous, une grande tension. Adelaide paraissait sonner. Il ne se relevait pas, et Cernunnos s'approchait de lui de plus en plus. Je ne sais pas si le monstre avait une âme ou une conscience autre qu'un simple instinct animal, mais il paraissait savourer la situation et prenait son temps pour en finir une fois pour toutes avec son adversaire. Retrouvant son attitude simiesque, la bête se laissa choir sur ses 4 pattes et s'avança jusqu'à dominer physiquement le malheureux moine qui reprenait ses esprits avec peine. Il essaya de se relever, mais la bête le colla au sol. Adelaide se débattit en vain. La main de la bête était d'une puissance et d'une fermeté indescriptibles. Le vieux fou avait l'allure d'un insecte cherchant à échapper à une mort inéluctable. Puis, Cernunnos, tenant sa proie par le thorax, la souleva comme un vulgaire caillou et l'approcha de son visage. Je crus que le monstre allait lui arracher la tête d'un coup de dent, mais il se contenta de hurler, comme s'il voulait crier sa victoire. Lorsqu'il regarda notre direction, j'eus l'impression que mon sang se glaçait. Il recula d'un pas, esquissa un geste comme s'il voulait lancer le malheureux moine sur nous. Son bras s'étendit, mais son geste s'arrêta.
Un ou deux pas de côté, un petit hochement de tête montrèrent qu'il se passait quelque chose. Le monstre semblait pris d'étourdissement. Il lâcha Adelaide qui tomba lourdement au sol. Cette fois-ci, le moine se releva immédiatement et s'éloigna à grands pas de la bête qui commençait à chanceler. Un bourdonnement d'inquiétude monta de l'assemblée des serviteurs qui jusque-là étaient demeurés immobiles et silencieuses. De notre côté, nous nous penchâmes sur les murailles pour chercher à mieux voir. Le temps sembla s'arrêter. Le monstre titubait de plus en plus et dans un impressionnant cri de douleur, il s'écroula. La stupéfaction des serviteurs se mua alors dans une sorte de colère qui se tourna vers le malheureux Adelaide. Ce dernier se tenait debout à mi-chemin entre le corps du monstre inanimé et la porte de la ferme fortifiée. Gaynor comprit de suite ce qui allait se passer si nous n'intervenions pas. Il ordonna d'ouvrir les portes et de porter secours au vieux fou. Partageant totalement son point de vue, je m'étais déjà élancé avant même qu'il n'ait fini sa phrase. Je dévalai les escaliers, rejoignai la porte et m'employai le plus rapidement possible à la déverrouiller. Je reçus rapidement le concours de mes camarades. L'immense poutre en bois qui bloquait les deux battants fut enlevée et nous pûmes ouvrir et nous précipiter à l'extérieur. Le combat entre Adelaide et les serviteurs avait déjà commencé et le vieux fou pour l'instant se débrouillait plutôt bien. Au vu du nombre d'assaillants cependant, pas de doute que l'issue lui serait pas favorable. Et notre arrivée lui donna un peu de répit. Un bien court répit car nous n'étions plus qu'une dizaine. « Retournons à l'intérieur des murailles !» hurlai-je à l'intention de tous. Sans arrêter de nous défendre, nous commençâmes à opérer un repli tactique afin de regagner la sécurité des murs de la ferme. Malheureusement, bien que nous ayons réussi à passer la porte, nous ne pûmes empêcher les serviteurs de s'engouffrer dans l'enceinte à notre suite. Nous devons absolument tous les repousser. Certes, nous partagions tous son avis, mais nous ne savions pas comment y parvenir. Et puis, d'un seul coup, un vent de panique sembla s'emparer des serviteurs qui nous attaquaient. Ils parurent se détourner de nous pour affronter une menace qui les prenait à revers. « Que se passe-t-il » demandai-je. « Je n'en sais rien. » répondit Gaynor. « Mais profitons-en. » Une sorte de courage inattendu prit possession de nous et nous quittâmes la défense pour passer à l'attaque. Je venais d'embrocher un serviteur qui avait commis l'imprudence de me tourner le dos lorsque je compris d'où provenait ce subit changement. J'aperçus près de la porte de la ferme la carrure impressionnante et les ailes si particulières de plusieurs gardiens. Ces derniers, bien plus puissants que les serviteurs, s'en donnaient à cœur joint. À coups de griffes et de morsures, ils faisaient diminuer de manière conséquente le nombre de nos adversaires. Je n'étais pas certain de savoir si je devais me réjouir ou m'inquiéter de cette intervention. Nos précédentes confrontations avec ces créatures n'avaient pas été forcément pacifiques. Dans les rangs des serviteurs, c'était désormais la débandade. Les gardiens étaient des combattants redoutables et la fureur qu'ils manifestaient laissait leurs adversaires sans ressources. Très rapidement, ces derniers cherchèrent à fuir plutôt qu'à combattre, et il ne resta bientôt plus sur le champ de bataille que nos hommes et les gardiens. Je vis les derniers serviteurs disparaître sur le chemin. Il y eut un flottement. Qui allait-il se passer maintenant ? « Restez calme. » ordonna Gaynor. Les gardiens restaient immobiles, et il nous était impossible de savoir quelles étaient leurs intentions. Lorsque l'un d'eux se mit à hurler, nous nous préparâmes à combattre, mais Adelaide intervint. « Rangez vos épées !» ordonna-t-il. « Je ne suis pas certain que cela soit une bonne idée, répondai-je. »« Faites-moi confiance !» insista le moine. Je jetai un coup d'œil à Gaynor qui paraissait hésiter. Finalement, le Gallois nous fit signe de ranger nos armes. Le plus grand des gardiens secoua la tête, et comme un seul homme, ils déployèrent tous leurs ailes et s'envolèrent. Adelaide nous jeta un regard entendu, dont la signification était claire. Je vous l'avais bien dit. À quoi bon répondre ? De toute façon, nous n'aurions pas eu le temps, car l'un de nos hommes nous interpella. Il s'était rendu jusqu'au corps de Cernunnos et nous criait de le rejoindre. Nous ne trouvâmes pas le cadavre de la bête terrifiante que le moine avait affronté, mais celui d'un vieux homme aux cheveux blancs et à la barbe abondante. Son visage était marqué par ses deux yeux tournés vers la mort qui transpiraient la terreur. La seule particularité d'un individu était l'amorce de 2 petites cornes au sommet de son crâne. « Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ?» s'écria Gaynor. « Aucune idée, répondai-je sans parvenir à détacher mes yeux. » Le vieux fou nous avait suivis et apporta la réponse. « La bête est polyforme, parfois enfant, parfois homme, parfois monstre. Contrairement à ce que je pensais, on ne connaissait pas son vrai visage. Finalement, c'est peut-être celui-ci. » Du pied, Claudius retourna le cadavre pour mieux voir son visage. Il s'accroupit à ses côtés. Échaudé par ce qu'il s'était passé avec Harold, je demandai à Adelaide ce qu'il nous conseillait de faire du cadavre. « Il faudra le brûler, mais pas n'importe où et pas n'importe quand. » « Cette fois, nous suivrons vos consignes. » affirma Gaynor. « Parfait. D'ici là, déposez-le dans la ferme. »
Une fois la joie un peu retombée, une fois que nous eûmes arrosé notre victoire avec moult renforts de boissons, il vint le temps de préparer notre départ. Il n'était pas question de quitter les lieux en y laissant toutes les richesses qui s'y trouvaient, et que cela fût le coffre d'or, le service en argent ou les réserves des villageois. Mais comment transporter tout cela? Nous fouillâmes le village devenu totalement désert et trouvâmes 2 charrettes qui malheureusement étaient en mauvais état. L'une avait un essieu cassé, l'autre une roue. Utiliser l'une pour réparer l'autre nous parut la bonne solution. Surtout que 2 de nos hommes avaient été menuisiers dans une vie antérieure. Ils se mirent immédiatement au travail. Pendant ce temps, Gaynor, Claudius et moi nous rendîmes aux abords du village et nous constatâmes que le mur de brume avait disparu. Le spectacle que nous découvrîmes en lieu et place nous troubla. À partir de la limite où se trouvait la brume, tous les arbres étaient morts et il n'y avait aucune trace de neige au sol qui était de couleur rouille. Bon sang, Lâcha Gaynor Thomas. c'est impressionnant. C'est pire que cela, répondais-je, sans pouvoir décrocher mon regard de l'étrange spectacle. Le Gallois se tourna vers Claudius qui restait étrangement silencieux. Il lui en fit la remarque. Notre camarade tourna à peine la tête et marmonna quelque chose que nous ne comprîmes pas. Gaynor insista. Je n'en pense rien. Finit-il par répondre. Mais je suis persuadé que plus vite nous aurons quitté ces lieux, mieux cela sera. Nous ne pourrons pas partir avant d'avoir brûlé le cadavre de Cernunnos. Puis remarquer le Gallois. Claudius se frotta le visage et demanda à ce sujet si le vieux fou avait donné des détails. Ce n'était pas le cas. En revanche, il nous parut évident que c'était le bon moment pour aller lui en demander. Adelaide était allongée sur le lit dans la chambre au premier étage de la tour. Les bras croisés sur le torse, les yeux clos, on aurait pu croire qu'il était mort. Même notre entrée bruyante et sans discrétion ne le fit pas réagir. Gaynor l'interpella. « Hé le vieux, on doit te parler. » Pour toute réaction, le moine leva la main droite pour inviter à la patience. « On n'a pas toute la journée. » Fulmina le Gallois. Patience, patience. Répondit le fou, toujours sans bouger. Il baissa le bras, laissa s'écouler un instant, prit une grande respiration et se releva. Je fus marqué par son regard. Il y avait quelque chose de changé, de plus froid, de plus déterminé, de plus jeune. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Quand pourrons-nous brûler le corps de la bête et quitter ce lieu maudit ?»« Vous avez fini de réparer la charrette ?»« Non, mais cela ne devrait pas tarder. » Dites-moi quand ce sera fait et nous verrons pour la cérémonie. Il se rallongea, croisa de nouveau les mains sur son torse et ferma les yeux. Gaynor Thomas n'avait pas l'habitude que l'on puisse se comporter avec une telle désaventure face à lui. Il s'approcha de lui bien décidé à obtenir une réponse plus précise et surtout plus polie. Alors qu'il allait empoigner le vieux fou par le col, celui-ci saisit le poignet d'un geste vif. Gaynor, surpris et blessé, poussa un cri de douleur et recula. « Soyez patient, mon ami. Soyez patient, » dit Adelaide, toujours sans bouger. Le Gallois parut se résigner et nous quittâmes les lieux sans avoir plus de précision. Les jours qui suivirent furent consacrés aux préparatifs du départ. Parfois, Adelaide sortait de sa chambre et venait inspecter. Il ne disait jamais rien. Et puis, un matin, une fois qu'il eut fait son tour habituel, il demanda à parler à Gaynor. Ce dernier, miné par l'enduit, le reçut sans joie, sans classe, dans une salle principale, et l'écouta d'une oreille distraite en vidant le gobelet d'un vieux vin éventé. Quand le vieux dit clairement que le moment était venu de brûler le dieu cornu et de quitter les lieux, une lumière se ralluma dans les yeux de Thomas. L'annonce provoqua un enthousiasme de tous, sauf peut-être de Claudius, qui resta étonnamment taciturne. Rapidement, la cérémonie se mit en place sous la direction de Adelaide. Ce soir-là, le ciel était dégagé et la lune était pleine. Les consignes données par Adelaide étaient claires et chacun avait son rôle à tenir. Le plus étonnant était qu'il nous avait demandé d'être armés au cas où. Dès que la nuit tomba, le vieux fou s'installa sur les remparts de la ferme et attendit sans quitter le ciel des yeux. Puis, quand il jugea que la lune était assez haute sur l'horizon, il donna le signal. Le corps du cornu fut déposé sur un grand bûcher dans la cour, dont l'emplacement précis et l'orientation avaient été soigneusement choisis par Adelaide au terme d'une observation dont personne n'avait compris les finalités. Quand le prêtre leva la main et qu'il commença à réciter une étrange prière bien éloignée du Notre Père, Gaynor alluma le bûcher et les flammes illuminèrent la nuit. À cet instant, nous comprîmes pourquoi on nous avait dit d'être armés.
Des forêts avoisinantes, des cris terribles montèrent vers la lune pour annoncer la promesse d'une vengeance. Nous restâmes éveillés une partie de la nuit, mais il ne se passa rien, et au matin, nous pûmes enfin quitter ce maudit village. Nous étions libres. Vous pouvez penser que c'est ainsi que se termina notre aventure à Haut-de-Bois, et c'est vrai qu'il s'agit là d'une fin tout à fait heureuse et honorable. Mais voilà, le diable se cache dans les détails, et l'aventure est loin d'être terminée. Vous nous retrouverez dans la saison 9 d'Arcanum Fabulas pour la deuxième partie de Cernunnos.